Justine, qui va le présenter sur l'écoféminisme. Donc, pour la présenter, Justine, elle est étudiante au post-doctorat à l'Université de Sherbrooke et étudie les causes du déclin des populations d'hirondelles bicolores au Québec, un sujet qu'on a entendu quand même plusieurs fois ici à Bistrobrain. Mais elle nous parle de quelque chose de différent aujourd'hui. Elle est spécialisée en ornithologie et est sensible à la cause féministe et à la protection de l'environnement. Elle nous avait également offert une présentation en septembre sur le spécisme avec notre événement Démontre ton mythe. Donc, ça fait d'elle aujourd'hui une membre honorifique de Bistrobrain. On va voir sa petite carte à la fin de la présentation. Donc, on t'invite à présenter. On l'applaudit chaleureusement. Hop. Merci beaucoup. J'ai pas le pointeur. Donc, avant de commencer, il est important de... ce qui est écrit, je vous laisse lire. Il est important de reconnaître les territoires et les peuples... les natifs américains, pour plusieurs raisons, mais surtout quand on parle d'écoféminisme, ça a bien plus d'importance et je vais expliquer après pourquoi. Donc, écoféministe, c'est quoi pour vous? Éco. Écologie, ouais, merci. Féministe, bon, ça devrait aller fait. Donc, on parle d'écoféminisme pour l'écologie et le féminisme. Mais l'écologie, est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Parce que moi, je suis écologiste, je ne suis pas sociologue ou quoi, mais l'écologie, c'est la science de l'habitat. Donc on est bien sur une science. Ce qu'on étudie réellement, c'est les interactions entre les espèces, les écosystèmes, ce genre de choses. Et on confond très souvent l'écologie, la science, avec l'écologie, quand on dit l'écologie politique, l'écologie sociale. Donc ça va être trier vos déchets, manger équilibré, bio, équilibré, etc. etc. Donc les écologistes ne sont pas forcément des scientifiques qui étudient comment trier les déchets. Ça va plutôt être les sciences de l'environnement. Donc, l'écologie est une science sociale, est une science et c'est un mouvement social. Tout simplement, vous avez déjà forcément dû entendre parler, l'écologie, c'est un truc de riche, c'est fait pour les riches, ou tout simplement, l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage. Car oui, l'écologie est un problème de riches, mais pas seulement. Ce sont les riches qui vont plus polluer, qui vont le plus produire des problèmes d'ordre écologique, mais il faut aussi bien prendre en compte que toutes les classes de la population vont être affectées, mais pas de la même manière. Donc, l'idée, c'est que les classes plus pauvres, les pays les plus pauvres ou en développement, vont être le plus atteints. Donc oui, on est vraiment sur un problème politique social. Et bien sûr, vous avez dû entendre parler récemment des vendredis de grève pour les Strike for Ecology. C'est aussi un problème générationnel. Donc on a des gros soucis, oui, entre les générations, entre les classes sociales, ce qui fait que l'écologie est un problème politique. Par rapport au féminisme, donc je ne vais pas faire toute une explication sur qu'est-ce que le féminisme et le mouvement. De toute façon, ce soir, on a une thématique un petit peu féministe. Mais par rapport à l'écologie, le féministe, on retrouve des grandes idées communes. Donc tout simplement, on a un ennemi commun, on va dire, c'est le capitalisme patriarcal. Donc l'idée que le capitalisme patriarcal surexploite la planète, surexploite les femmes. Donc on a une association d'idées. L'idée que... c'est un gros cliché, mais l'idée que l'homme blanc, cis, hétéro, le conquistador, il se croit un peu tout permis sur les écosystèmes, sur l'environnement et sur les femmes. Et les milieux sociaux aussi beaucoup plus pauvres. Donc, voilà, l'idée c'est on a un ennemi commun. Ce qui nous fait, dans les manifestations, des slogans que je trouve très poétiques et très rigolos, donc je laisse regarder un petit peu. Mais voilà, il faut bien prendre en compte que l'écoféminisme, c'est un mouvement qui est issu de la seconde vague écologiste, la seconde vague féministe, pardon, mais on entend de plus en plus parler, donc dans la nouvelle vague, la troisième vague féministe, dans laquelle on est en ce moment. D'où les slogans qu'on voit apparaître de plus en plus, à la fois dans les manifestations en écologie et les manifestations de féministes. Donc l'écoféminisme, c'est un terme qui a été trouvé, inventé par l'écrivaine et féministe militante Françoise de Bonne. Donc, dans son livre « Le féminisme ou la mort », donc comme ça c'est clair, c'était une féministe radicale.
Ces grandes idées, alors on n'avait pas encore les idées du domaine écoféministe que l'on a aujourd'hui, mais ces grandes idées, c'était se réapproprier le corps des femmes, tout simplement pour gérer, que les femmes elles-mêmes puissent gérer les naissances. Donc qu'une femme ne soit pas obligée de se marier pour faire des enfants, qu'elle doit rester plus ou moins libre et dans ses droits. Donc c'était pendant la seconde vague du féminisme. Je ne l'ai pas précisé, mais la première vague, pour vous donner une idée, ça va être fin 1800 jusqu'à 1945. Ça va être la demande des droits basiques des femmes, de voter, respirer, vivre. La seconde vague, ça va être des années 70 en 90, je vais arrondir, mais je ne suis pas entièrement sûre. Donc ça va être l'idée un petit peu des années de libération sexuelle, où la femme va demander l'accès à la contraception, etc. Et en ce moment, nous sommes à la troisième vague féministe, d'où le mouvement ici écoféministe a beaucoup plus d'ampleur. Donc Françoise de Bonne a décrit les phénomènes qu'elle observait autour d'elle dans les années 70 et inventé le terme écoféministe. Donc les mouvements qui se passaient à l'époque, c'était plusieurs manifestations. Donc par exemple, parmi les plus importantes, on a la Women's Strike for Peace. Donc c'est tout simplement des femmes qui se sont réunies devant dans les stations nucléaires, comme on dit, vous avez compris, voilà, pour demander d'arrêter cette idée de surexploitation des énergies, d'expliquer que c'est un gros souci qu'il faut peut-être essayer de trouver un autre souci par rapport à l'énergie nucléaire. On a aussi un mouvement assez connu, c'est le Chilkoff Movement, donc en Inde. Ce sont les femmes qui se sont regroupées autour des arbres afin de ne pas déforester leur village, tout simplement, parce qu'elles comprenaient l'intérêt de l'agroforesterie pour le village et tout l'intérêt des traditions et de la culture de leur village. Et on a aussi le Women Pentagon Action, donc là c'était des femmes des mères surtout, qui ont manifesté devant le Pentagone pour demander l'arrêt de la guerre, tout simplement, le retour de leurs fils et de leurs hommes à la guerre. Donc ces mouvements, vous voyez, ils ne sont pas extrêmement liés à l'écoféminisme, dans le sens où on a plutôt un mouvement de femmes qui, sur un intérêt commun, vient manifester. Mais on est dans les années 70, 80, on a aussi bien sûr le mouvement hippie qui est fortement associé. Donc l'idée qu'on va essayer de se rapprocher de la nature, on va essayer de couper le contact avec l'aspect industrialisation, surindustrialisation et exploitation. Et évidemment, quand on parle des hippies, du fait qu'on essaie de retrouver notre attache à la nature, on dérive forcément un petit peu sur ce qu'on appelle la Wicca, l'ésotérisme, le New Age. Donc une écoféministe extrêmement connue, c'est Starhawk. Donc elle a écrit plusieurs livres écoféministes où elle fait le lien justement avec à la fois donc la sorcellerie, mais la sorcellerie verte, on va dire, la sorcellerie où les femmes, par le fait de par les cycles menstruels, par les cycles de la lune. Vous avez peut-être déjà entendu parler du féminin sacré. Voilà, ça va être l'idée qu'on rassemble, on se réapproprie notre corps à travers la nature, on retrouve notre force à la nature pour une lutte militante écologique et féministe. Alors, il faut faire aussi un petit attention, en écoféminisme, il y a plusieurs mouvements. Le mouvement écoféministe lié à la magie, il y a plusieurs... il faut faire attention aux dérives, on va dire, parce que certaines dérives ne sont ni écologiques ni féministes dans ces mouvements. J'en parlerai pas trop en détail là, mais on peut en parler après si vous avez des questions sur le sujet. C'est un sujet qui me fascine. Bien sûr, quand on parle de sorcières, on a aussi, on a parlé l'année dernière au Bistrobrain, Catherine en avait parlé l'année dernière au Bistrobrain, donc on a un lien extrêmement fort entre les femmes et la sorcellerie. Et évidemment, dans la fiction, on a aussi cette idée qu'une femme qui retrouve son lien, son rapport avec la nature est une femme qui fait peur. Donc dans la pop culture, on a beaucoup cette idée qu'une femme écoféministe, c'est une femme puissante. Donc, j'ai pris 2 exemples, par exemple. Si on prend Poison Ivy, donc tout le monde connaît Poison Ivy, c'est une... Il faut que je me dépêche, je trouve. Poison Ivy, c'est une antagoniste dans Batman. Donc une scientifique, par des manipulations, se retrouve à parler aux plantes, manipuler les plantes, et elle a un pouvoir, sa sexualité est extrêmement forte et lui donne beaucoup de pouvoir, ce qui fait peur à Batman, en gros.
Et on a aussi la dernière image, c'est dans Mad Max. Donc on a les femmes qui luttent pour récupérer leur corps parce que dans le film elles sont engrossées pour produire du lait parce qu'on a une crise de l'eau, mais elles reprennent le pouvoir, etc., etc. Donc une femme qui reprend le pouvoir d'une femme liée à la nature, ça fait peur. Vous avez peut-être une idée dans l'actualité récemment, une jeune fille qui fait peur aux virilistes. Ouais. Exactement, Greta Thunberg. Donc je ne la présente pas non plus, tout le monde, j'espère, la connaît. Elle est surtout bien sûr connue pour les mouvements de manifestation pour le climat, donc un mouvement écologiste, mais bien sûr c'est devenu la cible préférée des machos virilistes. Donc tout ça pour montrer que oui, il y a un lien entre être une femme et écologiste et quelque part être féministe aussi, parce que les insultes qu'elle s'est prises en rapport avec son sexe, en rapport avec son âge, au fait d'être l'infantilisée comme les médias ont fait, montre bien que l'homme blanc a un souci. L'homme blanc viriliste a un souci contre les jeunes filles qui essaient de changer les choses. Donc, rapidement, je me dépêche, je vais être encore en retard, moi. Donc, les grandes idées de l'écoféminisme, les grandes revendications, ça va être tout simplement un accès à la contraception, à l'éducation, tout simplement pour se réapproprier le corps et contrôler les naissances. On veut aussi avoir une demande à la limitation de la surconsommation animale et environnementale, car des liens ont été faits entre la consommation, surtout animale, et la consommation des femmes, pour expliquer que la manière dont on traite les animaux est souvent la même manière dont on traite les femmes. Vous avez qu'à regarder la publicité pour la nourriture, vous allez voir. Ou sinon, vous lisez le livre que j'ai mis en bas, c'est extrêmement intéressant et un peu effrayant. Et une dernière idée aussi, bien sûr, c'est le respect des minorités et des traditions autochtones. Donc, dans l'écoféminisme de la troisième vague, l'idée c'est on lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc pas seulement les femmes, on va aussi toucher à tout ce qui touche discrimination, donc y compris les cultures et les traditions autochtones qui, elles, ont dans l'idée en tout cas beaucoup plus de liens avec la nature. Je vais passer très rapidement, je vais vous présenter des biologistes qui ont reçu des prix Nobel justement pour ce qu'elles avaient fait. Je passe très vite. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, vous avez vu leur visage. On n'a pas trop le temps, je suis désolée. Mais je voulais vous parler surtout de ceci. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du World Scientist Warning to Humanity? La personne. Est-ce que vous avez entendu parler de l'appel des 15 000? C'était en 2017, il y a eu 15 000 scientifiques qui ont signé un rapport, des papiers, un article, pour faire un appel critique aux politiques en disant « Réveillez-vous, ça ne va pas du tout ». Est-ce que vous avez entendu parler? Voilà, c'est la même chose. Qui l'a lu? Les écologistes, là? Bon, je l'ai lu pour vous. Et les grandes idées qui en ressortent, alors bien sûr, quand ils expliquent il y a toute une partie sur l'énergie, sur comment gérer les ressources aquatiques, etc., etc. Mais les idées qui m'intéressent moi, ça va être donc le constat, bien sûr. Donc on a une crise de la surpopulation et de la surconsommation, ça c'est indéniable. Mais l'idée qui en sort, c'est qu'il faut lutter contre le braconnage, la surexploitation des terres et restaurer les écosystèmes. Une deuxième idée, pourquoi c'est dans le désordre? C'est pas grave. Il faut avoir accès à l'éducation et à la contraception pour les femmes. Je vous expliquerai après pourquoi. Et troisième, il faut aussi limiter la consommation de viande, donc repartir à une alimentation plus végétale et recréer des systèmes économiques plus circulaires pour le développement durable. Est-ce que ça vous rappelle globalement des idées? Ce sont les idées d'écoféminisme, en fait, tout simplement. L'idée, ce qu'il faut en ressortir de ce rapport, en tout cas, c'est un rapport scientifique, c'est pas juste moi qui l'invente, c'est que oui, les femmes sont vecteurs de changement dans les sociétés. C'est que les femmes sont à la fois responsables de l'éducation des enfants, de leur propre éducation, et une femme plus éduquée va avoir des enfants beaucoup plus tard, ce qui va quelque part
aussi apporter ces enfants qui seront eux plus éduqués, donc plus éduqués à l'éducation. Donc ça va à la fois limiter la surpopulation et la surconsommation. Bien sûr, tout dépend dans quel pays on parle, dans quelle culture. On a cette idée-là qu'une femme qui contrôle sa fécondité va de toute façon aider à faire monter le pays. Et l'idée aussi qui en ressort de ces rapports scientifiques, c'est que les femmes sont essentielles dans les équipes scientifiques et les équipes de processus politiques. Donc il faut plus de femmes pour faire changer les choses. Donc c'est tout simplement ma dernière diapositive. J'espère que vous n'avez pas essayé de totalement vous faire venir dans mon monde de l'écoféminisme, d'être militant, mais j'espère que vous avez des petites idées qui ont fleuri dans vos têtes, que en tout cas, sans les femmes, il n'y aura pas de changement. Merci. Donc, on va avoir une période de questions de à peu près 3 minutes et demie. Là. On t'a laissé dépasser un peu, mais oui, je suis désolée. Fait que peut-être 2 questions, dont une moyenne, une courte. Un mélange comme ça. On vous invite à venir au micro ici même. Puis on va laisser l'opportunité à Justine de répondre. Ah, une pause club, fond salade. Donc, à vous la parole. Bonsoir, Justine. Étant donné que j'étudie en économie actuellement, j'aimerais avoir plus ta vision sur l'économie environnementale versus l'économie écologique et dans quel point ta perspective sur la décroissance vis-à-vis le sujet présent. Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de décroissance, le fait que on est dans un monde fini avec des ressources limitées, donc c'est pas possible d'avoir une croissance illimitée. Donc on parle de décroissance, mais par rapport à l'écologie, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce problème de communication entre les écologistes, donc les scientifiques, qui essaient de communiquer aux politiciens, mais qui eux préfèrent communiquer à court terme avec des économistes. Donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je ne sais pas exactement quelle était la question par rapport à ça. C'est que je sais qu'il y a encore ce problème de communication entre économie et écologie. Et quand l'économie tente de commencer à communiquer avec l'écologie, ça ressemble à quelque chose d'un peu particulier. Pardon, je sais que c'est un peu flou, mais on parle d'économie durable. Oui. On parle d'économie écologique. Écologique, on parle plus de respecter les limites du biome. Oui, l'intérêt de limiter la croissance, c'est ça. On essaie de continuer dans la croissance. Étant donné que je ne suis pas plutôt dans l'option de continuer, mais plutôt de diminuer ma consommation, j'aimerais plutôt un avis écoféministe sur la question. Est-ce qu'il faut faire plus d'économie durable, donc des voitures électriques, au lieu de partager la voiture, de prendre le transport en commun, ou d'aller plus dans une optique de décroissance, quitte à ce que ce soit temporaire ou intertemporel. Et comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça au modèle actuel? Je pense que c'est plus clair, sinon... Ouais, pas forcément, parce que je ne suis pas économiste, mais oui, l'idée de décroissance, en tout cas, c'est quelque chose on devrait de plus en plus l'utiliser en politique, mais après, quand tu parles de... Par exemple, tu dis c'est une voiture électrique, au lieu de parler de covoiturage, ça va être juste des... L'idée, c'est de changer le système au final. C'est pas juste de faire un effet qui va plus marcher que l'autre et se dire plus développement durable ou est-ce que je mange bio, mais si je mange bio, mais pas de saison, est-ce que c'est intéressant? Enfin, il y a plein de contradictions dans l'économie de la décroissance. Donc, je ne suis pas économie, je ne sais pas trop répondre. Je ne saurais pas trop répondre à cette question. Merci beaucoup. Désolée. Moins d'économie. Mon sociologie, économie, c'est pas mon domaine. Oui, mais merci beaucoup pour cette présentation. Je passe une petite annonce. Mardi prochain, il va y avoir 2 femmes, une palestinienne et une qui vient depuis 15 ans en Colombie, qui vont être ici à Sherbrooke, au CSI, au Carrefour de Solidarité Internationale, à partir de 18h. Parce que là, je fais le lien avec le sujet, qui est la protection des territoires, la défense de la vie. Être palestinienne ou être des nations autochtones, en particulier en Colombie, c'est défendre le territoire, puis les femmes ont un rôle qui est souvent sous-estimé, donc je vous invite la semaine prochaine là-dessus. Puis, peut-être une question sur le lien entre nos économies peut-être du Nord et celles du Sud global, où on a vu cette année, en 2022, Femmes, Vie et Liberté au Kurdistan, au Rojava, que
avec l'Iran, le Rojava, il y a des liens où les femmes sont à l'avant-plan. Et puis ça date des traditions millénaires, on peut aussi dire dans une tradition autochtone. Ils se disent pas nécessairement écoféministes, mais à mon avis, elles le sont. Et moi, ça me donne la force et ça m'inspire pour continuer les luttes et essayer de changer les choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que même si on parle d'une femme qui vit dans son village, qui veut juste lutter pour conserver les traditions de son village, d'un point de vue d'un pays développé, on pourrait dire c'est une écoféministe, elle est ici pour... elle revendique ses droits en tant que femme, elle revendique les droits de la protection de sa culture et surtout si c'est en lien avec son environnement. Mais elles n'ont pas forcément se déclarer comme écoféministes parce qu'on ne parle pas de la même... Enfin, pour elles, c'est pas la même chose. Pour elles, c'est presque évident de dire je défends mes terres. Mais c'est la même chose si on va en Iran et qu'on dit aux femmes mais vous luttez pour avoir le droit ou non, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps, de porter le voile, etc. On pourrait dire mais vous êtes des exemples pour les féministes du monde entier. Elles vont dire elles vont pas forcément se considérer comme féministes. Pour elles sont moi je lutte pour mes droits pour ça et je ne pense pas que elles sont pas forcément contre ou c'est juste parce que elles veulent pas être dit mais moi je veux pas être le symbole du féminisme qui va parler de d'autres problèmes de cas de contraception à bout du monde. Elle voit pas la finalité, donc on a ça aussi quoi. C'est très intéressant, je pense que c'est des discussions qu'on peut avoir avec elles, de voir est-ce qu'elles qu'on considère comme écoféministes dans leurs actes, ou pourquoi elles le font et pourquoi ce sont souvent les femmes aussi qui lancent en tout cas ces premiers mouvements. J'arrête de parler.